Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de la revue de presse grand format de l'Intelligent TV. Pour ce décryptage de l'actualité de cette semaine, nous recevons le journaliste Fousseni Touré avec qui nous décortiquerons plusieurs sujets. Sans plus tarder, regardons ensemble une petite synthèse des différentes revues de presse de la semaine. Veil déclare que le sujet fait débat au PDCI-RDA pendant que c'est la prudence au FPI et le silence radio au RHDP. Dans quelle partie se trouvent donc les démocrates ivoiriens, s'interroge donc le nouveau réveil. Avec le temps, on apprend que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a pris de grandes décisions à quelques semaines du congrès de son nouveau parti. Ces décisions, précisent dans le quotidien, sont relatives aux différentes commissions et leurs présidents, au commando pour animer ces commissions et au président du congrès constitutif du parti. Un tour à présent à la rédaction de Le Bélier intrépide, plongeant ses lecteurs dans le coup d'État perpétré en Guinée le dimanche 5 septembre 2021. Ce journal fait dire à Guillaume Soro que le pouvoir est éphémère. Quand tu as un poste, ne prends pas la grosse tête, renchérit Le Bélier intrépide qui attribue ces mots à l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pour Le Bélier, les événements qui se déroulent actuellement en Guinée interpellent le président ivoirien Alassane Ouattara. Selon le quotidien, le chef de l'État n'a plus rien à proposer à son peuple. Ouattara, ce troisième mandat qu'il fallait éviter. Afrique sur 7 accorde aussi de l'intérêt à la situation en Guinée. Le site souligne que le colonel Mamadou Doumbouya, à la tête des militaires qui ont mené le coup d'État, va libérer les détenus politiques sous l'ère Alpha Condé, le président déchu. On reste toujours hors de la Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe en Afrique du Sud. On le constate avec Kwasi.com qui affirme que l'opposition est en colère après la libération conditionnelle de Jacob Zuma pour un motif médical. Qu'annoncer pour bientôt comment le nouveau parti de Gbagbo se dessine. Sur le même sujet, le Jour Plus écrit que Gbagbo inflige une autre humiliation à Simone. L'expression affiche la même chose. Gbagbo inflige à Simone une énième humiliation. Kwasi ne publie pas le contraire. Sur le site, on peut voir son nom sur une liste du nouveau parti. Simone Gbagbo demande à Laurent un minimum de respect et de considération. Futur parti, Simone refuse de s'associer à ce type d'initiative, mentionne Afrique sur 7. Simone dit non au projet de Gbagbo, peut-on voir à la une de l'Avenir. Notre Voix mentionne à sa une, Simone dit non à Gbagbo, toujours relativement à la création du nouveau parti par Gbagbo et les siens. L'essor pour la décrispation sociopolitique fait dire à Alain Lobognon à Soro, demande pardon publiquement à Ouattara. Fraternité Matin annonce un conseil des ministres aujourd'hui pour la rentrée gouvernementale. La s'accentue et nous parle de la grosse colère de la jeunesse à ce sujet. Toujours sur le projet de création d'une nouvelle formation politique de gauche, le journal Dernière Heure Monde nous confie à sa une qu'il y a trop de bruit autour du nouveau parti de Gbagbo. Changeons de sujet avec l'interview vérité de Jean-Louis Bion à la une du journal Le Nouveau Réveil qui dit ceci, le président Bédié est pour la relève. Le confrère affiche une autre affirmation de Jean-Louis Bion, et je cite, « Je n'ai jamais dit qu'à 75 ans, on ne peut plus être aux affaires ». L'intelligent d'Abidjan nous fait le point de ce qui s'est passé hier, mercredi 8 septembre 2021, lors du Conseil des ministres. À sa une, en affirmant Boribana pour Joël et Serrilais, le confrère ajoute que le gouvernement réussit où ils ont échoué à suspendre Ange Barry Battesti à la régulière. Journal Le Jour Plus qui parle à sa une de la guerre des clans dans l'ex-majorité présidentielle. Le confrère nous dit que le parti de Gbagbo est mal parti et que le FPI d'Afi se remplit. Sur le même sujet, le site internet Kwasi.com nous dit que malgré son indignation, Simone est convoqué à une réunion avec Gbagbo et plusieurs autres. Le site se demande si l'ex-première dame répondra à cette invitation. Simone Gbagbo
Gbagbo est prise entre trois feux, selon la une du journal Le Sursaut. Réconciliation Ouattara-Soro. L'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dénonce des démarches désordonnées, selon le journal L'Inter. Le quotidien L'Essor ivoirien évoque les futures élections en Côte d'Ivoire à sa une. Le confrère nous dit que Ouattara et le RHDP sont en pole position. À la une du journal L'Intelligent d'Abidjan, Jeannot Awusu-Kwadjo affirme ceci. Nous avons la meilleure offre politique avec Alassane Ouattara. Le reste, c'est du bruit et du remue-ménage. Monsieur Fousseini Touré. Bonjour, Christian. Comment allez-vous? Ça va bien, Dieu merci. Vous-même? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, sans plus tarder, on va parler tout de suite de la crise qui prévaut en ce moment au PDCI, disons une crise générationnelle, où on a l'impression de voir que la nouvelle génération du PDCI aujourd'hui veut comme boycotter le président Bédié avec la candidature de Jean-Louis Billon. Selon vous, est-ce qu'on assiste véritablement aujourd'hui à une crise générationnelle au sein du PDCI? Pourquoi toute cette agitation autour de la candidature de Jean-Louis Billon? Alors, merci. Je voulais remercier toute la rédaction du grand format de l'Intelligent TV pour cette invitation. Vous félicite également pour tout le travail abattu. Revenons donc à la question de l'alternance au PDCI, mais c'est un vieux débat. En réalité, le PDCI, il y a toujours eu ce débat de renouvellement des dirigeants. Depuis que le président, l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, a pris les rênes de ce parti en 1993 avec la mort du président Félix Houphouët-Boigny, avec le coup d'État qui a été opéré en décembre 1999 jusqu'à la reprise avec le RHDP en 2005, puis la rupture en 2015. Il y a toujours eu le débat de renouvellement de la classe politique au sein du PDCI. C'est parce que le PDCI, en réalité, ils n'ont pas toujours su mettre en place ce mécanisme de renouvellement. En réalité, le PDCI, au fond, qui est un parti démocratique de nom, mais le débat ne se fait pas vraiment au sein du PDCI. C'est ce qui explique d'ailleurs l'implosion de tous les partis qu'on a aujourd'hui, qui sont issus du PDCI. Le RDR, le FPI en son temps, l'UDPCI et tout ça. C'est parce qu'on refuse le débat au sein du PDCI. Et c'est un vieux débat. Et le ministre Jean-Louis Billon a juste mis le pied dans le plat. Même si son intention en réalité n'est pas maintenant de remplacer le président Henri Konan Bédié, mais il s'est dit à un moment donné, la question va se poser. Et j'écoutais l'un des lieutenants du président Bédié aujourd'hui sur RFI, qui appelle l'actualité, qui justifiait cela, pour dire que, étant donné que le PDCI est conscient du fait que la guerre générationnelle va se poser, donc ils ont entrepris de tourner pour voir si dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, mais la question ça se passe maintenant. Effectivement. C'est maintenant le débat. Alors, Jean-Louis Billon a compris que le président Bédié à un certain moment, par le poids de l'âge, sera forcément obligé de laisser. Mais allons plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui le PDCI peut tenir sans Henri Konan Bédié? C'est là la question de fond. Il ne s'agit pas d'une crise de génération. Le ministre Jean-Louis Billon, ce n'est pas aujourd'hui qu'il affiche ses ambitions. Rappelons-nous, souvenez-nous que depuis l'élection déjà de 2020, il a affiché déjà son ambition, seulement qu'il a été contrarié par les lieutenants du président Henri Konan Bédié. Lorsqu'il allait voir le président Henri Konan Bédié à Daoukourou pour lui dire qu'il souhaitait porter la candidature du PDCI, mais tout de suite les caciers du PDCI autour du président Henri Konan Bédié l'ont réduit à une simple commission de communication lors du congrès du PDCI, où la convention où on a investi le président du PDCI Henri Konan Bédié comme président du PDCI. Donc, lui, il pose le débat depuis. Il pose le débat parce qu'à un certain moment, il faudra poser ce débat. Mais d'autres, la question de fond, comme je l'ai dit, c'est est-ce que le PDCI pourra survivre au président Henri Konan Bédié si le président Henri Konan Bédié n'est plus là? Et je pense que c'est tout l'enjeu que le ministre Jean-Louis Billon pose sur la question de l'alternance en posant le débat. C'est vrai, de partout, il est tiré par les caciers du PDCI, mais sachez qu'il y a bon nombre de cas du PDCI qui se reconnaissent quand même en lui. Justement, vous relevez là une question et moi j'ai envie que vous y répondiez. Pensez-vous que le PDCI pourra justement tenir? Oui. Dans la nomenclature actuelle de nos différents partis politiques, malheureusement, nos partis politiques reposent sur le culte de la personnalité, malheureusement. Ouais. Malheureusement.
nos partis reposent sur le culte de la personne. On n'a pas eu cet ancrage institutionnel fort. De sorte qu'aujourd'hui, quand Henri Konan Bédié de Daoukro, quand il dit que c'est celui-là que je veux qu'on vote, tout le pays baoulé se mobilise parce que c'est Bédié. Mais on a même vu le cas, même lorsqu'il était en alliance avec Alassane Ouattara, en 2015, même en 2010, mais tout le PDCI n'a pas automatiquement basculé, il n'a pas fait le report de voix, comme l'a recommandé Henri Konan Bédié. Donc il y a d'abord cet aspect sociologique, que nos partis sont foncièrement ancrés à la personnalité des gens. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié quitte le PDCI, ou bien n'est plus le président du PDCI, mais vous verrez une bonne partie, foncièrement en tout cas, du PDCI rural, ne pas se reconnaître au niveau du PDCI. Mais c'est un combat de fond. Je pense que les dirigeants actuels même ont aussi contribué à maintenir ce mythe-là. Aujourd'hui, quand vous voyez avec la guerre de positionnement dans le fait baoulé entre le RHGP et le PDCI, c'est cette guerre de positionnement du RHGP qui est portée par des cadres du PDCI dans le fait baoulé, mais il y a problème. Il y a problème. Donc le PDCI peut-il résister à Henri Konan Bédié? Oui, mais ce n'est pas pour demain. Parce que déjà, de son existence, il y a une fracture, il y a des clans. Le clan Jean-Louis Billon, le clan Maurice Kakou Gikawe, le clan même de Eouma, le chef de cabinet du président Henri Konan Bédié. Et en train en ligne de compte avec le docteur Alakwali Rémy. Donc il y a plusieurs clans déjà qui se disputent la succession du président Henri Konan Bédié. Donc ça ne sera pas chose aisée, mais c'est un débat de fond qu'il faut poser. En tant que parti démocrate, parti institutionnel, il faut poser le débat et voir les alternatives. Alors, pensez-vous aujourd'hui que Jean-Louis Billon dispose d'un soutien important au sein du PDCI pour justement atteindre ses objectifs politiques? Je vous disais, ce n'est pas aujourd'hui que Jean-Louis Billon pose le problème. Et si vous voyez qu'aujourd'hui Jean-Louis Billon a posé le problème et que ça a créé tout un remue-ménage au sein du PDCI, c'est parce que ça va porte. Jean-Louis Billon, il a des soutiens. Pour me limiter à cela, il a des soutiens. Jean-Louis Billon, aujourd'hui, ça aurait été un autre cadre du PDCI, qui n'est pas Jean-Louis Billon, il a être livré à la vindicte populaire. Ouais. Mais Jean-Louis Billon a des soutiens. Aussi bien occultes qu'officiels. Même le président Bédié sait qu'est-ce que pèse aujourd'hui Jean-Louis Billon dans lui-même son dispositif. Récemment, on a eu la députée PDCI Yasmine Ouénian qui a tenu un discours qui allait dans le sens de Jean-Louis Billon. Alors parce qu'ils sont pour le renouvellement de la classe politique. Même si elle n'est pas systématique, automatique, mais à un moment, il faut poser le débat. Aujourd'hui, ces jeunes, Yasmine Ouénian, Jean-Louis Billon et bien d'autres élus et cadres du PDCI sont d'accord avec ça. Comment on pose le problème? Qui pose le problème? Qui porte la voix? Ils ont pensé que... Yasmine Ouénian, c'était un moment... Avant Billon, elle avait voulu poser ce débat au PDCI. Mais ça n'a pas prospéré. Mais aujourd'hui, c'est Jean-Louis Billon. Parce que le PDCI sait, et Henri Konan Bédié sait, quel est le poids de Jean-Louis Billon aujourd'hui sur tous les plans au PDCI. Je dis bien sur tous les plans. Donc quand Jean-Louis Billon pose le débat, pour maquiller la chose, on essaie de dire non, il n'a pas dit ça. Mais en réalité, c'est un problème qui se pose. Et Jean-Louis Billon a des soutiens, ça je vous le dis. D'autant plus qu'aujourd'hui, le PDCI même est fragmenté pour la succession du président Henri Konan Bédié. Que dites-vous à tous ceux aujourd'hui qui pensent que cette génération, Jean-Louis Billon, est en train de sauter la discipline du parti, entre guillemets? Bon, je veux bien savoir qu'est-ce qu'on appelle la discipline du parti. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, tant qu'on ne pose pas le débat, arrivé à un certain moment, les gens seront appelés à outrepasser un certain nombre de process au sein du parti. Tant qu'on dit, bon, on attend que le président Bédié d'abord nous convoque, tout le monde va venir parler, mais il ne le fera jamais. Parce qu'il veut toujours y rester. Et puis bon, il faudrait qu'on sorte de ces histoires de... mais pourquoi voulez-vous que chez nous, lorsque dans un parti politique, des jeunes réclament la meilleure place, réclament de meilleurs qui fassent partie du débat, on se fixe de ça. Mais ça se fait partout en Europe. On a vu en France, on a vu aux États-Unis. Donc pourquoi voulez-vous que ça fixe déjà? Non. C'est un débat qui est normal, qui est un débat qui est posé. Donc, je ne vois pas en quoi... Alors, le PDCI doit répondre à un certain moment. Et même pas le PDCI, tous les autres partis, à un certain moment, doivent poser le problème du renouvellement de sa classe dirigeante. Je ne dis pas qu'il faut forcément faire la passe aux plus jeunes,
Mais il faut arriver à un certain moment poser la question de la passation du témoin. C'est très important. Au regard de ce qui se passe actuellement au sein du PDCI, peut-on affirmer aujourd'hui que le président Henri Konan Bédié a échoué dans son processus de transmission du bâton? Mais la preuve est là. Ça a toujours été le combat du ministre actuel de la Réconciliation, M. Konan Kwadjo Bertin. La vérité, le président Bédié n'a jamais voulu poser ce débat. Il n'a jamais voulu poser ce débat de la transmission du pouvoir. Jamais. Et il est suivi par un certain nombre de personnes, de caciques, d'extrémistes du PDCI. Mais à un certain moment, ça ne va plus tenir. Si le problème se pose aujourd'hui, c'est parce que le mécanisme devant aboutir à cette passation n'a pas été mis en place, n'a même pas été engagé par le président Henri Konan Bédié. Donc aujourd'hui, ça le rattrape dans tous les sens avec les débats et ça le fragilise, à la vérité. On va changer un peu de sujet, mais on reste toujours sur le PDCI qui... On a remarqué que durant la tournée du président du Sénat ivoirien, Aoussou Jano Kwadjo, il a dit ouvertement aux partisans PDCI d'abandonner le PDCI et de se tourner vers le RHDP. À quoi répond cette dynamique? Aoussou Jano est dans son rôle. N'oublions pas que le Premier ministre Aoussou Jano est un ancien baron du PDCI. Donc, un transfert du PDCI au RHDP. N'oublions pas également que le président Aoussou Jano a eu une longue période d'absence du pays du fait de son état de santé. Dieu merci, il est revenu sain et sauf et en bonne santé. N'oublions pas que le président Aoussou Jano a raté involontairement beaucoup d'étapes dans l'évolution du paysage politique ivoirien, notamment au niveau du RHDP. N'oublions pas qu'à un certain moment, le président Aoussou Jano a été pointé du doigt de ce qu'il devait se décider. Parce qu'à un certain moment, nous étions dans une histoire de... On se décide, soit on est RHDP, soit on est PDCI. Malgré qu'il était au PDCI, on se demandait de se décider parce que certains estimaient qu'il n'avait pas d'engagement fort. Pour vous dire, en réalité, Aoussou Jano est dans son rôle. Le président Aoussou Jano, aujourd'hui, est dans son rôle. Lui qui est une figure emblématique du PDCI, lui qui a porté le PDCI à un certain moment et qui s'est fait le relais du RHDP dans le V-Baoulé, avec les événements que nous avons connus en octobre 2020, où la violence, où on a vu quand on a fait la cartographie de la violence politique, on a vu que c'était beaucoup dans les zones du centre, dans le V-Baoulé, à Yamsoukro, à Didievi, à Daoukro, à Bouaké. Donc lui, en tant que presque le leader naturel du V-Baoulé au sein du RHDP, après son retour d'Allemagne, c'est normal qu'il prenne donc son bâton de pèlerin. Et avec tout ce qui se passe au PDCI, donc le débat du renouvellement de la classe, le débat de la caporalisation du PDCI, c'est normal que Aoussou Jano est dans son rôle, d'appeler donc les gens à aller vers le parti qu'il estime être le meilleur parti. Il est dans son rôle. Il a raté plusieurs rendez-vous politiques. Et Aoussou Jano aujourd'hui est en train de reprendre sa place dans le débat politique. Il est en train de reprendre sa place dans le V-Baoulé. Alors, pour tous ceux qui nous prennent en marche, je rappelle que nous recevons sur ce plateau, M. Fousseni Touré, journaliste avec qui nous sommes en train de traiter ou de décrypter l'actualité de cette semaine. Nous changeons complètement de sujet. Nous allons parler maintenant de la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo et de ses prétendus, ou disons de sa relation tendue avec Simone Eivé. Le journal L'Avenir nous apprend que Simone Eivé a refusé de s'associer au groupe de réflexion sur le projet de création du nouveau parti de Laurent Gbagbo et dénonce un manque de respect et de considération. N'est-ce pas à cause du fait que son nom ne figure en aucune tête de commission alors qu'elle a toujours été pro-Gbagbo et disons la deuxième tête forte du parti? Mais mettez-vous à sa place. Elle a été... Avant d'être la numéro 2 du parti aujourd'hui, elle est la cofondatrice du FPI. Elle a cofondé en 1988 le FPI avec Laurent Gbagbo, pendant que lui-même il était en exil. Pendant qu'il était en exil. Elle a subi la clandestinité du FPI avec Laurent Gbagbo. Elle a subi l'opposition sous le président Félix Houphouët-Boigny avec Laurent Gbagbo. Avec Bédié, avec le coup d'État. Elle a joué le rôle de la première dame. Pas un rôle, non pas des moindres. Hein. Elle a joué un rôle très important dans le débat politique.
après la prise de pouvoir par le président Alassane Ouattara, donc du RGP, en 2011, elle est allée en prison pour le FPI, à cause du FPI. Elle a été humiliée pour le FPI, à cause du FPI. Quand Gbagbo revient depuis le 17 juin de La Haye, où elle est incarcérée depuis 10 ans, elle est humiliée publiquement. Pour ne pas dire même, elle est excommuniée, pratiquement. Aujourd'hui, après Abdoulaye Sangaré, elle est la numéro 2 du FPI. Elle ne peut pas se retrouver au bas de l'échelle. Donc, pour Simone Gbagbo, c'est une humiliation de trop. C'est une humiliation de trop. Les autres événements passés à l'aéroport, à la réunion convoquée par Laurent Gbagbo par la culture, elle n'a pas voulu s'exprimer. Mais là, je pense qu'elle a estimé que la goutte d'eau a débordé le vase. Voilà pourquoi c'est une humiliation pour elle. Non, Simone Gbagbo ne mérite pas ça au FPI. Elle incarne le visage du FPI. Elle incarne le cheminement du FPI. Elle ne peut pas se retrouver au même banc que de simples membres. Alors que certaines personnes ont des commissions, mais non, elle estime que c'est une humiliation de trop. Est-ce que ce n'est pas une manière, disons, pour Laurent Gbagbo de carrément la chasser du Oui, mais parti. Laurent Gbagbo a décidé définitivement de tourner la page de Simone. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis 20 ans. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis 20 ans. Mais peut-être que Laurent Gbagbo n'a pas prévu la réaction de Simone. Je pense qu'il n'a pas prévu la réaction de Simone. Je pense que Laurent Gbagbo se disait qu'en venant à l'aéroport, en l'excommuniant, en la répudiant, elle allait cesser, elle allait prendre une douche froide. Mais non. En l'humiliant également à la cérémonie, à la réunion qu'il a convoquée par la culture des instances du parti, en l'humiliant, il pensait qu'elle allait réagir ou qu'elle allait quitter le parti, elle allait quitter le navire. Mais non. En rendant public une décision de justice en cours sur les divorces, Laurent Gbagbo a pensé que tout ça allait emmener Simone Gbagbo à lâcher prise. Mais non, il n'a pas prévu en réalité la réaction de Simone Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo sait pertinemment aujourd'hui au FPI, la personne capable de lui tenir tête, c'est bien Simone et Yves Gbagbo. Donc il y a des réactions que Gbagbo n'a pas prévues, mais Simone est dans son rôle. Elle ne va pas démodre. Selon vous, qu'est-ce que Laurent Gbagbo peut reprocher justement à Simone et Yves? Il sera difficile pour moi, de ma position, de vous dire exactement ce que l'un reproche à l'autre. Mais au vu des événements, au vu des témoignages, mais je veux dire, c'est une plaie qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis 20 ans quand même. Même de sa présidence, pendant qu'il était l'homme fort du pouvoir d'Abidjan, Laurent Gbagbo et Simone ne partageaient même pas la même chambre. Donc c'était un secret de polichinelle. Donc c'est pas aujourd'hui. Certainement, je suis convaincu que des événements politiques, notamment les derniers événements liés à la sortie de crise de 2011, ont fortement joué dans la dégradation des relations entre Laurent Gbagbo et Simone. Je le crois pertinemment. Mais l'avenir nous dira réellement ce qui les oppose. Mais politiquement, je pense que Laurent Gbagbo a dû subir Simone quand même politiquement. Et il a décidé d'y mettre fin à tous les niveaux. Au niveau matrimonial, au niveau politique, au niveau social. On va encore parler de Simone et Yves. Peut-on imaginer un tandem Afi, Simone et Yves? Nous sommes en politique. Bien, rien. Il n'y a pas de valeur absolue en politique. Aujourd'hui, Simone et Afi politiquement se retrouvent un peu dans le même combat. Ceux qui sont en prison pour Laurent Gbagbo, qui ont combattu pour Laurent Gbagbo, qui ont souffert pour Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo arrive, là où on lui donne tout, où il devait réintégrer ses anciens camarades, il les rejette du revers de la main. Simone, Afi sont rejetés par Laurent Gbagbo. Ceux même si on le sait, ils n'ont pas été toujours en amitié, Simone et Afi. Mais aujourd'hui, les événements peuvent conduire Simone et Afi à aller ensemble. Parce que n'oublions pas l'esprit FPI.
Et c'est cet esprit FPI, je ne crois pas. C'est un ADN, c'est un esprit pour Simone Gbagbo. Elle ne le quittera jamais. Et quiconque, je crois, développera, consolidera cet esprit, cet ADN-là, Simone Gbagbo sera. Donc, il n'est pas exclu. Quelle que soit la manière, l'angle, qu'il y ait une certaine collaboration, un certain tandem AFI, Simone. On ne sait jamais. Même si je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour au niveau de Simone et Yves, mais AFI, lui, il y pense très fort. Il y pense très fort. Mais est-ce qu'au cas où elle décidera de ne pas rallier Affi N'Guessan, pensez-vous qu'elle a la capacité de créer un nouveau parti, un parti à elle? Oui, c'est ce que je dis. Je ne crois pas que Simone soit dans l'optique de créer. Je vous ai dit, elle a l'ADN FPI. Le FPI est un label. Tout comme le PDC est un label, tout comme le RDR est un label pour certains. C'est un label. Elle crée un parti, elle le nomme comment? En tout cas, ce n'est pas le FPI. D'autant plus que le FPI légal est dans la main de M. Pascal Affi N'Guessan. Donc, elle crée un autre parti, ça ne sera plus le FPI. Deuxièmement, elle crée un autre parti. Le capital sympathie de ces militants restés fidèles, convaincus au FPI originaire, elle est paix, elle en est consciente. Même Laurent Gbagbo lui-même, en disant qu'on crée un autre parti, il dit ça sera le même, c'est juste le nom qui change. Parce qu'il sait en réalité le contenu du FPI, c'est un esprit. C'est un esprit. Et je crois que Simone ne se laisse pas. Je vous ai dit, Gbagbo n'a pas prévu le plan de Simone. Je ne crois pas que stratégiquement, Simone va créer un autre parti. Je ne crois pas. Parce qu'elle sait que tant qu'elle reste dans ce jeu politique, elle est une personnalité qui peut gêner énormément Laurent Gbagbo. Et elle ne fera pas l'erreur stratégiquement de créer un autre parti. Non, elle ne fera pas l'erreur. Pensez-vous aujourd'hui que Laurent Gbagbo, avec, disons, la création de son nouveau parti, a des chances vraiment de rebondir sur la scène politique? Est-ce que ça ne va pas contribuer un peu à l'écarter, à diminuer, si je peux dire ça? Oui, mais c'est clair, l'émiettement du FPI par rapport aux actes et faits de Laurent Gbagbo sont clairs et nets. Hein. Le FPI, aujourd'hui, on a trois tendances. Les pro Gbagbo, les pro Affi, les pro Simone. Donc déjà, l'enveloppe du FPI est déjà émiettée. Et ça, c'est un premier constat. Parce qu'il y a des gens, ils ont suivi Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui, ils ne vont pas remettre en cause 30 années de lutte et de sacrifice parce que Laurent Gbagbo refuse de faire une bataille juridique pour ses intérêts avec un autre parti. Il y a aussi ce débat qui se fera à un certain moment. Ces caciques du FPI, ces conservateurs du FPI, je veux dire que c'est un label, c'est un esprit. Donc Laurent Gbagbo, même en partant avec un nouveau parti, en réalité, il n'ira pas avec, je veux dire, vraiment tous les conservateurs du FPI. Il n'ira pas avec les piliers, tous les piliers du FPI. Stéphane Kibré, Damana Picasse et tout ça, bon, on connaît leur histoire. En réalité, il va avec eux. C'est parce que Gbagbo veut exister politiquement. Je crois personnellement qu'il veut mettre ce parti politique. Sinon, il sait qu'au fond, ce nouveau parti qu'il crée, il n'y aura pas de report systématique du FPI, d'Affi, vers le FPI que Laurent Gbagbo veut créer. Je crois qu'il en est conscient. Je crois qu'il le fait pour des calculs politiques, certainement pour amener Simone, pour amener en même temps également Affi et tout ça. Mais Gbagbo sait qu'il n'y aura pas vraiment ces piliers et ces militants-là qui ont combattu pour lui, qui ont cru en lui. Non, il n'y aura pas tous ces militants dans son nouveau parti. Non, je ne crois pas. Là, j'ai tout de suite envie de vous poser une question. Pensez-vous que si Charles Blé Goudé, de retour au pays, s'il décide, disons, d'appuyer Laurent Gbagbo, est-ce que Charles Blé Goudé pourrait décider d'appuyer Laurent Gbagbo dans cette perspective-là? Mais Charles Blé Goudé lui-même, il a dit dans une interview il y a à peine 2 semaines, Charles Blé Goudé aussi, il a des ambitions. Il a une carrière politique à défendre. Et je crois qu'il a tiré aussi les leçons de la crise post-électorale. Il a tiré les leçons de la gestion du FPI, de la LMP pendant les 10 années, la décennie de 2000 à 2010. Charles Blé Goudé, c'est quand on revenait, s'il revient en Côte d'Ivoire, va-t-il se remettre avec Laurent Gbagbo, n'est-ce pas contrarier lui-même ses ambitions et étouffer vraiment son projet? Ou bien va-t-il
ouvrir sa voie. Et il a répondu lui-même. Il attend de rentrer en Côte d'Ivoire, de prendre le pouls du pays, de regarder la direction du vent et de prendre ses décisions. Mais fondamentalement, je ne crois pas que Charles Blé Goudé ferait cette erreur-là encore d'être toujours dans l'ombre de Laurent Gbagbo. Même si spirituellement, politiquement, c'est son père politique, je crois qu'il a tiré. Parce qu'il sait aussi qu'au bout de 5 ans, 10 ans, Laurent Gbagbo, c'est fini. Oui. Ah voilà, il y a ça aussi. Il sait qu'au bout de 5 ans, 10 ans, Laurent Gbagbo, c'est fini. Mais ça pourrait être aussi un tremplin pour lui d'être poussé par Laurent Gbagbo. Mais il sait qu'il ne peut pas parce que Charles Blé Goudé s'est toujours réclamé du COJEP et non du FPI. Effectivement. Et ces jeunes du FPI ne laisseront pas Gbagbo léguer aussi facilement, simplement, le pouvoir du FPI à Charles Blé Goudé. Non. Non. Ce n'est pas un combat gagné d'avance. Alors, on va fermer cette page et parler maintenant de la déclaration d'Aoussou Jano au sujet du président Ouattara, qui a dit que le président Ouattara est notre meilleure offre politique. Êtes-vous de cet avis? Ou disons, sur quoi se base le président du Sénat, Aoussou Jano, pour faire une telle déclaration? Le président Aoussou se base sur des faits simples. C'est des indicateurs aussi simples. La Côte d'Ivoire sort d'une crise militaro-politique pendant 10 ans, 2000 à 2010, ponctuée par un conflit post-électoral. Avec tout ce qu'on sait, 3000 morts officiels, destruction des biens publics et privés, déchirure de la cohésion sociale. Quand vous prenez un pays, je vais prendre un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui a connu également les crises, la guerre. Même aujourd'hui, quand vous partez dans ces pays-là, vous verrez encore des stigmates de la guerre, 30 ans après. Le président Aoussou Jano fait cette déclaration, et j'en conviens avec lui, c'est des faits très simples. En 10 années, Alassane Ouattara, le chef de l'État, a réussi à faire de la Côte d'Ivoire un pays à nouveau fréquentable, là où il était déclaré infréquentable. L'économie de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est ouverte. Les investisseurs se bousculent au portillon de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Nous avons connu une croissance économique de la moyenne à 2 chiffres. C'était la Covid qui a plombé l'ensemble du monde entier, mais la Côte d'Ivoire est en train de revenir. Du point de vue infrastructure, la Côte d'Ivoire, après le président Félix Houphouët-Boigny, n'a jamais connu autant d'infrastructures routières, éducatives et sociales. Du point de vue social, depuis 2018, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle le PS-Gouv. C'est pour la première fois en Côte d'Ivoire. Chaque mois, chaque 3 mois, l'État donne l'argent à des personnes indigentes. C'est sous Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire a repris sa place de leader de la sous-région et de l'Afrique. Le dernier fait marquant à ce niveau, c'est la conférence IDA 2021, qui devait se tenir normalement en 2022. Mais par le leadership du président Ouattara, ça a été fait ici. On a connu le sommet UAE. On a connu tous les grands sommets ici en Côte d'Ivoire. Le représentant diplomatique est là. L'économie est ouverte. Au niveau social, en dépit de la fronde sociale qu'on a connue en janvier 2017 avec les organisations de la fonction publique et la mutinerie des militaires, depuis 2011 à ce jour, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de crise d'ordre social, encore moins institutionnelle. En 10 ans. La Banque mondiale dit aujourd'hui la Côte d'Ivoire est aux portes du paradis. Mais c'est des éléments simples sur lesquels la sous-journaux se base pour dire... Mais dernièrement, il y a eu la crise de la cherté de la vie. Mais c'est une crise mondiale. Au Sénégal, il y a à peine 2 semaines, il y a eu des conseils nationaux spéciaux sur ça. Le président Macky Sall a dû monter au créneau pour prendre des décrets. Le ministre du Commerce a dû monter au créneau pour prendre des décrets. C'est une crise mondiale qui touche tout le monde. Mais en Côte d'Ivoire, mieux. Avec le plan de soutien aux ménages, le plan de soutien aux PME, le plan de soutien aux grandes entreprises et aux personnes vulnérables, mais a permis au gouvernement, en mobilisant plus de 1700 milliards, de tenir.
Mais même la vie chère dont on parle, mais je dis encore, il faut la relativiser. Aujourd'hui, là où des produits de première consommation, le riz, l'huile ont connu une augmentation, mais aujourd'hui sur le marché, ça a effectivement diminué. Donc c'était une crise mondiale d'abord. Mais la Côte d'Ivoire, très vite, elle a su supporter ça déjà par les programmes nationaux d'appui dans le cadre de la Covid. Mais dès que les questions se sont posées, on a vu le Premier ministre sur le terrain. On a vu le ministre du Commerce sur le terrain. Il y a eu des échanges avec... C'était quoi la vie chère? C'était quoi? C'était certains produits. Le riz, l'huile, la viande, le poisson. Mais ça diminue aujourd'hui. La réalité, c'est que ça diminue parce qu'il y a eu des réunions entre-temps avec les fournisseurs du bétail. Parce qu'entre-temps, le gouvernement a subventionné un certain nombre de produits. L'huile qui était de 1 litre, je crois, qui était à 1200, et aujourd'hui, elle venait à 1000 francs. Le riz a également diminué. Donc, il faut relativiser. Il ne faudrait pas que des questions sociales soient des opportunités pour des politiques, pour dire autre chose. Donc, la crise sociale, vous voyez, a été bien gérée. Je veux donner des exemples d'autres pays autour de nous, où jusqu'à présent, la vie chère est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème majeur au Sénégal. Aujourd'hui que je vous parle. Mais ici, la vie chère, on a commencé à parler sur les médias sociaux, mais après 2 jours après, on a compris qu'il n'en était rien. Il faut juste relativiser. Est-ce à dire que vous êtes du même avis que Aoussou Jano? Oui, je dis, sous le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a considérablement évolué et changé. Même s'il y a encore des choses à faire, il y a encore des secteurs sur lesquels le gouvernement doit se pencher. Il y a des secteurs qui doivent être encore des secteurs prioritaires, notamment la solidarité, notamment l'accès aux soins, notamment les services de transport. Mais sur toutes ces questions, le gouvernement a mis des politiques en place dont on a le résultat, mais il faut aller encore plus loin. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a les moyens d'être le leader de la sous-région et nous pouvons l'être aujourd'hui. Donc je suis d'avis avec le président Ousou Jano pour dire que Alassane Ouattara est une meilleure alternative, mais je dis le gouvernement peut faire encore plus. Là, j'ai encore envie de vous poser une question. Allez-y. C'est-à-dire, qui pressentez-vous, disons, qui pourrait succéder à Alassane Ouattara au sein du RHDP sur la scène politique nationale? Alors aujourd'hui, le débat n'est pas encore né au RHDP, mais nous sentons les prémices. On a vu la volonté du président Alassane Ouattara depuis 2017 de passer la main. Il a dit, j'ai formé une équipe, cette équipe est là, elle était dirigée par le Premier ministre Amadou Gon. Mais malheureusement, que Dieu a rappelé à lui. On voyait venir le feu également le Premier ministre Ahmed Bakayoko, mais Dieu l'a rappelé à lui. Aujourd'hui, le chef de l'État est dans une dynamique d'équipe. Alassane Ouattara ne parle pas en termes de personnes. Alassane Ouattara parle en termes d'équipe. Alassane Ouattara il a un esprit managérial plus ouvert. Pas sur des personnes, ce qui crée aujourd'hui des problèmes au PDCI ou au FPI, parce que c'est des personnes qu'on vise. Alassane Ouattara veut laisser un système. Alassane Ouattara veut laisser un dispositif. Alassane Ouattara veut laisser un esprit. Et cet esprit d'équipe, et c'est dans cet esprit d'équipe, en fonction du démarquage que chacun fera, du rôle à lui confier par l'État de Côte d'Ivoire, en fonction de ça, le choix va se dégager. Donc pour Alassane Ouattara, c'est une équipe qu'on crée. On crée un environnement dans lequel chacun, dans son domaine, là où il est, fait ses preuves de bonne moralité, ses preuves de sérénité, ses preuves de bon management, ses preuves de bon leader. Et c'est dans ça que le RHDP va choisir le successeur de Alassane Ouattara. Alors, on va fermer cette page concernant les revues de presse. Nous avons reçu le journaliste César Ebroquier et qui a répondu justement sur la question de savoir qu'adviendrait de Simone après sa rupture politique avec Laurent Gbagbo. Nous allons visionner tout de suite sa réponse. C'est une visite privée. Hein. C'est vrai que c'est un homme politique, mais les Ouest se sont rendus donc chez le président Gbagbo à Mama. L'absence de Simone peut s'expliquer par le fait que non seulement elle n'est plus sur la même longueur d'onde que le président du point de vue politique, mais aussi, vous savez que le président a présenté sa femme, Nadi Bamba, que tout le monde connaît maintenant comme son épouse. Alors, voilà. Laurent Gbagbo et Simone, si jamais il arrive que les deux se séparent politiquement, qui gagne, qui perd? Ben là, je ne pense pas que... est-ce qu'on peut dire qui gagne, qui perd? Ça dépend de sous quel angle on fait l'analyse.
Mais du point de vue politique, je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu des Gors, on va dire comme ça, Des Gbagbo-Ouriens. des Gbagbo-Ouriens, l'on a fini par accepter qu'on peut continuer la marche sans Simone. Si jamais on assiste, bon, disons, elle est en train de se dérouler devant nous, si cette rupture-là est consommée entre Laurent Gbagbo, disons rupture politique entre Laurent Gbagbo et Simone Eivé, va-t-on assister justement à une confrontation, un affrontement sur le jeu politique entre Simone et Laurent Gbagbo? Mais les affrontements politiques déjà se font en interne, hein, entre les pro-Simone et les pro-Gbagbo. L'affrontement déjà se fait parce que c'est connu, c'est clair, c'est calé dans la tête de Laurent Gbagbo et ses amis que la passe Simone est finie. Et Simone aussi s'est dit non, c'est pas fini quand même. Juste Simone Gbagbo, la dame de fer. L'affrontement se fait déjà. Et on va arriver forcément à un moment à un recoupage, à une reconstitution du FPI. Finalement, nous allons arriver à ça. Mais, comment je veux dire, si c'est le cas, Laurent Gbagbo aura échoué politiquement. Toute sa vie politique. Il n'aura pas fait toute cette carrière politique. Tenir tête au président Félix Houphouët-Boigny, tenir tête à Henri Konan Bédié, être président de la République, aller à La Haye, et puis venir finir par diviser le bébé qu'il a créé en 1998. Il aura échoué politiquement. S'il devait y avoir un perdant entre Simone et Gbagbo, ce serait bien Laurent Gbagbo. Politiquement, il aurait échoué. Il aura fait 40 ans de sa vie, 50 ans de sa vie politique pour finalement venir jeter à l'eau le bébé qu'il a lui-même porté. Le FPI serait comme un château de sable qui s'effrite malheureusement. Ce n'est pas la faute de Laurent Gbagbo. On va fermer maintenant la rubrique rétro et passer à Focus Média. Focus Média, c'est une rubrique où nous faisons un zoom sur ce qui se passe, disons, sur le continent africain au travers des médias africains. Aujourd'hui dans Focus Média, nous allons tout droit en Guinée-Conakry avec le Courrier international qui dit au sujet du coup d'État contre le président Alpha Condé ceci: l'ambiguïté d'un putsch conspué qu'applaudit. Le site relève le contraste d'un coup d'État condamné par l'opinion internationale, mais plutôt bien accueilli par la population guinéenne et les acteurs de la société civile qui dénoncent la dictature du président Alpha Condé. Il faut noter que le pays est dans une transition dirigée par le commando des forces spéciales avec à sa tête le commandant Mamadi Doumbouya. Alors, pensez-vous que ce troisième mandat brigué par Alpha Condé a précipité sa chute ou disons a provoqué ce coup d'État qui a eu lieu dimanche dernier? Je ne crois pas qu'un troisième mandat, un quatrième mandat, un deuxième mandat, un dixième mandat puisse être la source, puisse justifier ce qui est arrivé en Guinée. Angela Merkel, c'est vrai qu'elle va à la retraite politique, mais elle a son quel mandat? Vladimir Poutine, il a son quel mandat? Non. Non. Rien ne saurait justifier un coup de force. Absolument rien. Quand on se dit un pays démocrate, qu'on se dote d'instruments à cet effet, il faut le respecter. Il faut simplement le respecter. Ce qui est arrivé en Guinée aujourd'hui est arrivé hier au Mali, mais on a vu les résultats. Un coup d'État. Je voyais, on parle de contraste entre la condamnation de l'opinion internationale et la joie du peuple guinéen. Mais quel peuple encore? Mais je ne suis pas très sûr. On ne peut pas se réjouir d'un coup d'État. Parce que c'est encore une régression d'au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Quand vous prenez le dernier discours du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya au palais du peuple lorsqu'il recevait l'Indie et l'ensemble de la classe politique, mais c'est désolant. Aucune feuille de route. Ça ne repose sur rien. Aucune vision. Et c'est maintenant que des acteurs politiques de la Guinée vont se greffer à cela. Lassana Conté, maintenant qui cherche à rentrer. Sidya Touré, maintenant qui cherche à rentrer. Mais faut-il attendre d'abord un coup d'État pour que
et le débat démocratique se fasse dans un pays. La seule manière de sanctionner, de dire on n'est pas content d'un leader, c'est dans les urnes. Je ne crois pas que sous prétexte du troisième mandat, que si le peuple guinéen, dans sa majorité, était contre ce mandat, je ne crois pas qu'Alpha Condé aurait gagné. Justement, ce mandat a été beaucoup décrié. Je ne crois pas. Mais il a gagné. Non, il faudrait qu'on sorte de décrié par... Non, il faut qu'on sorte des leaders de... Bon, mais s'il était autant décrié par la majorité des populations, il n'aurait pas gagné. Parce que ne vous fiez pas au fait que... Beaucoup ont prétexté un coup d'État institutionnel pour légitimer son troisième mandat. Dans tous les pays où on veut un changement démocratique, quels que soient les instruments mis en place, le peuple arrive au bout de son projet démocratique. On dira non, il a le pouvoir, il a l'armée, il peut troupatouiller la constitution, il peut troupatouiller dans les urnes. Mais quand la population elle est déterminée. Mais on a vu des présidents au pouvoir qui sont battus à plate couture par l'opposition. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Ce qui est arrivé en Guinée est vraiment déplorable. Et un troisième mandat ne saurait justifier. Un troisième mandat même, là, il a modifié la constitution. Et ils sont allés au référendum. Alors, donc, ça ne saurait justifier le coup d'État qui arrive en Guinée. Absolument pas. Mais qu'est-ce qui pourrait, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette volonté des chefs d'État africains de vouloir s'éterniser au pouvoir? Parce qu'on constate que Alpha Condé, lorsqu'il était dans l'opposition, il décriait la dictature et tout, mais lorsqu'il est venu au pouvoir, rien n'a véritablement changé. Bon, qu'est-ce qu'on appelle s'éterniser au pouvoir? Moi, je suis... ça va peut-être surprendre, mais personnellement, moi, je crois que je ne suis pas forcément pour la limitation de mandat. Moi, personnellement, tant qu'un homme et son équipe, tant qu'il porte un projet de développement qui peut sortir le pays, qui peut faire tirer le pays vers le haut pendant 20 ans, 40 ans, 50 ans, tant que ça peut le faire, ça peut tirer le pays, ça profite aux populations, ça profite au pays. Moi, je n'ai pas de bénéfice de mandat. Vous pensez que si on avait donné 2 mandats à Félix Houphouët-Boigny, il aurait porté la Côte d'Ivoire là où elle est? Mais est-ce que ça répond justement à cette démocratie? Ces pays dont vous en inspirez aux États-Unis, en France, en Europe, mais ces pays, avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, étaient des royaumes. Tout à fait. C'était des souverains. Est-ce que là-bas, il y avait une limitation des mandats? Non. C'est parce qu'ils ont réussi, après cette étape maintenant, à asseoir les fondamentaux du pays. De sorte qu'aujourd'hui, je dis que n'importe quoi, un simple, il est très même pas aujourd'hui président aux États-Unis. Hein. Il n'a pas besoin de venir parce qu'il y a déjà des instruments, il y a des fondamentaux. Des institutions fortes. Mais avant d'arriver à là, mais il y a eu des souverains qui ont fait 15 ans, 20 ans au pouvoir. Et tous les pays ont connu ça. Donc, le tout n'est pas de dire, on veut, au bout de 2 ans, au bout de 2 mandats, pardon, au bout de 2 mandats, il faut que quelqu'un parte. Non, tout n'est pas ça. Tout est dans la régulation, tout est dans le système qu'on met en place dans le passage d'un pouvoir à un autre. Tout est dans l'institutionnel. Tout est dans le dispositif et dans le mécanisme qu'on met en place. Quelqu'un peut être un bon président, il peut faire 20 ans et un bon président peut partir. Quelqu'un peut être un médiocre en bout d'1 an, mais le peuple le sanctionne. Justement, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Je vais poser cette dernière question. Pensez-vous que cette transition militaire-là sera respectée, qu'il y aura un temps soit peu une... Vous avez déjà vu une transition militaire être respectée en Afrique? Je vous ai dit, quand j'ai écouté le colonel, il m'a dit, il n'a aucune vision. Il ne repose sur du rien. Je vous ai dit, vous prenez n'importe qui peut être président des États-Unis, il le sera parce qu'il y a déjà les instruments, il y a les fondamentaux. En ce moment, le débat est au Mali. Est-ce qu'il faut renouveler encore de 18 mois la feuille de route de la transition du colonel Assimi Goïta? Mais le problème va se poser parce que simplement, ces acteurs politiques qui veulent se greffer maintenant au coup d'État avec les militaires, ils auront à un moment donné, on va arriver au conflit d'intérêts. Et ça va faire un blocage institutionnel, donc une crise de trop et pour ne rien. Et on va être dans le perpétuel recommencement. Malheureusement.
Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous nous disons au revoir. Cette revue de presse prend fin ici. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau pour le décryptage de l'actualité le journaliste Fousseni Touré, avec qui nous avons passé au peigne fin l'actualité ivoirienne et voire même sous-régionale. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur l'ensemble de nos espaces de diffusion ainsi que notre site web www.l'intelligent.tv. Prenez soin de vous. Bon dimanche. Au revoir.